Il y a 20 ans, une jeune femme se tenait sur un pont, surplombant les eaux tumultueuses de l'océan, accordant sa confiance à la femme qui l'avait élevée. En un instant de violence, cette confiance fut brisée lorsque des mains la poussèrent dans les profondeurs sombres. Aujourd'hui, cette même femme arpente les rues de la ville, vivante, transformée, et prête à recouvrer une dette mûrie pendant 2 décennies. Voici son histoire. Bonjour, belles âmes! Avant de plonger dans cet incroyable récit de trahison et de vengeance, laissez un commentaire et dites-moi d'où dans le monde vous nous rejoignez. J'adore tisser des liens avec vous tous, spectateurs extraordinaires. Maintenant, immergeons-nous dans cette histoire qui vous laissera sans voix. Adana n'avait que 19 ans lorsque son monde s'écroula. Son père était décédé 3 ans plus tôt, la laissant aux soins d'Obiajli, la femme qu'il avait épousée quand Adana n'avait que 12 ans. Pendant 7 ans, Obiajli joua à merveille le rôle de la belle-mère aimante. Elle cuisinait les plats préférés d'Adana, lui tressait les cheveux, l'aidait même à postuler à l'université. Mais derrière ses sourires chaleureux se cachait un cœur empoisonné. Ce poison avait un nom: l'argent. Le père d'Adana était riche, propriétaire de 3 immeubles en plein cœur de la ville, et d'EB, une entreprise de construction générant des millions chaque année. Dans son testament, il léguait tout à sa fille unique, avec Obiajli comme tutrice jusqu'à ce qu'Adana atteigne 21 ans. Encore 2 ans. Et Obiajli perdrait le contrôle de la fortune qu'elle considérait désormais comme la sienne. Ce mardi matin commença comme tous les autres. Obiajli préparait le petit déjeuner en fredonnant doucement, comme à son habitude. Mais quelque chose était différent. Ses gestes étaient trop calculés, ses sourires trop éclatants lorsque elle proposa de prendre la voiture pour rendre visite à la tante D. Adana dans la ville voisine. Un étrange frisson parcourut la jeune femme, mais elle accepta néanmoins. Après tout, c'était la femme qui l'avait élevée. Le trajet débuta normalement. Elles parlèrent de l'anniversaire imminent d'Adana, de ses projets pour l'entreprise familiale et de son nouveau petit ami. Mais alors qu'elles approchaient du pont de la lagune, les mains d'Obiajli se crispèrent sur le volant. Elle s'arrêta brusquement, prétextant un bruit étrange venant de la voiture. Elles descendirent toutes deux, les vents de Hells Océan fouettant leurs visages, tandis que les voitures filaient sur Hells Autoroute animée. Debout, au bord du pont, contemplant les eaux agitées en contrebas, Adana ressentit à nouveau ce frisson. Obiajli se plaça derrière elle, et pendant un instant, le temps sembla suspendu. Puis, Obiajli prit la parole, sa voix méconnaissable, froide et tranchante comme du verre brisé. « Tu penses que tu mérites tout ce pourquoi ton père a travaillé. Tu crois que parce que tu portes son sang, tu vaux mieux que moi. Mais j'ai construit cette vie aussi. J'ai fait des sacrifices, moi aussi. Et je ne laisserai pas une enfant gâtée tout me prendre. » Avant qu'Adana ne puisse se retourner, avant qu'elle ne puisse saisir la haine dans ses mots, des mains s'abattirent violemment sur son dos. Le monde bascula alors qu'elle tombait, le pont S, éloignant au-dessus d'elle, elle, tandis que elle, eau sombre, se précipitait à sa rencontre. La dernière image qu'elle vit avant de heurter les vagues fut le visage d'Obiajli, déformé par une satisfaction cruelle, la regardant d'en haut. L'océan était impitoyable. Le courant l'entraîna sous l'eau, emplissant ses poumons d'eau salée tandis qu'elle luttait désespérément pour atteindre la surface. Ses forces s'amenuisèrent rapidement, et alors que l'obscurité l'enveloppait, elle pensa à son père, se demandant si elle le reverrait bientôt. Mais le destin en décida autrement. Elle se réveilla 3 jours plus tard dans un petit village de pêcheurs, crachant de l'eau de mer sur le sol d'une modeste hutte. Un vieux pêcheur nommé Papa Okafor avait trouvé son corps flottant près de ses filets, à peine en vie. Sa femme, Mama Okafor, qui avait perdu sa propre fille des années auparavant, vit en Adana un cadeau du ciel et entreprit immédiatement de la soigner. Mais Adana n'était plus la même. L'océan lui avait ravi son innocence, sa confiance et son nom. Elle déclara au couple qu'elle ne se souvenait de rien, pas même de son identité.
Ils l'appelèrent Ejoma, bon voyage en langue Igbo, espérant que ce nom lui porterait chance dans cette nouvelle vie. Ce qu'ils ignoraient, c'est qu'elle se souvenait de tout, parfaitement. Elle n'était simplement pas prête à reprendre son ancienne vie. Pendant 5 ans, Ejoma vécut avec le vieux couple, aidant Papa Okafor dans son commerce de pêche et apprenant la valeur du travail acharné et de la simplicité. Mais chaque nuit, ses pensées revenaient à Obiageli. Elle se demandait quel mensonge sa belle-mère avait raconté sur sa disparition. Elle l'imaginait vivant dans le luxe, dépensant l'argent qui lui appartenait, dormant paisiblement pendant qu'elle luttait pour reconstruire sa vie de toutes pièces. Le jour, Ejoma entreprit des recherches discrètes. Elle découvrit qu'Obiageli avait signalé sa disparition après un prétendu enlèvement lors de leur trajet. La police avait cherché pendant des semaines sans trouver de traces. Finalement, Adana fut déclarée morte, et Obiageli, en tant que veuve éplorée, hérita de tout. Elle avait même organisé de somptueuses funérailles, pleurant de manière théâtrale devant un cercueil vide. Au fil des années, le chagrin d'Ejoma se mua en quelque chose de plus dur, de plus affûté. Elle commença à travailler avec une organisation d'aide juridique, apprenant le droit immobilier et les droits de succession. Elle économisa chaque centime gagné et lança une petite entreprise de vente de poissons à des restaurants en ville. Mais ce n'était que le début de son plan. Au bout de sa 7e année dans le village, Ejoma avait accumulé assez d'argent et de connaissances pour entamer sa vengeance. Elle engagea un détective privé pour surveiller les activités d'Obiageli et fut stupéfaite par ce que elle découvrit. Sa belle-mère avait non seulement pris le contrôle des entreprises familiales, mais avait aussi vendu 2 des immeubles et menait une vie extravagante. Elle avait un nouveau petit ami, un homme plus jeune qui semblait aimer son argent plus qu'elle, et organisait des fêtes coûteuses chaque week-end. Mais la découverte la plus douloureuse fut que Obiageli avait effacé toute trace de Adana de leur maison. Les photos avaient disparu, sa chambre avait été transformée en salle de sport et la femme racontait à qui voulait leur entendre que Adana était une enfant ingrate qui, était enfuie après avoir volé l'argent de la famille. Ce mensonge, répandu dans leur ancien quartier, détruisit la réputation qu'Adana avait chèrement bâtie. Le feu de la vengeance brûla plus fort, et Ejoma passa les 3 années suivantes à planifier méticuleusement son retour. Elle étudia la gestion d'entreprise, enquêta sur la fraude financière et surtout rassembla des preuves. Grâce à son détective, elle découvrit qu'Obiageli falsifiait des documents et cachait de l'argent sur des comptes offshore. Non seulement elle avait volé l'héritage d'Adana, mais elle fraudait également le gouvernement en matière d'impôts. Au cours de sa 10e année d'absence, Ejoma commença à préparer le terrain. Elle créa une petite entreprise de construction sous sa nouvelle identité, ciblant délibérément des projets proches des entreprises d'Obiageli. Elle voulait voir si sa belle-mère la reconnaîtrait, mais des années de vie rude avaient transformé son apparence. Autrefois douce et protégée, elle était désormais mince, forte, marquée par des cicatrices de ces années près de l'océan, avec des yeux qui gardèrent leurs secrets. Lors de leur première rencontre à une conférence d'affaires, Obiageli la regarda sans la reconnaître. Devenue grosse et paresseuse après des années de vie facile, elle portait les bijoux ayant appartenu au père d'Adana et écarta Ejoma comme une simple entrepreneuse sans importance. Cette indifférence révéla à Ejoma tout ce que elle avait besoin de savoir. Obiageli éprouvait ni culpabilité, ni remords, ni peur. Elle avait complètement oublié son crime. Pendant 5 années supplémentaires, Ejoma consolida sa position et son dossier de preuves. Son entreprise de construction prospéra, remportant des contrats convoités par Obiageli. Chaque victoire était un pas vers la justice. Elle renoua secrètement avec d'anciens amis et partenaires d'affaires de son père, semant le doute sur la prétendue mort d'Adana et l'histoire d'Obiageli. Elle découvrit également une vérité glaçante. Elle n'était pas la première victime de sa belle-mère. Obiageli s'était marié 2 fois avant de rencontrer le père d'Adana.
Son premier mari était mort dans un accident de voiture suspect après avoir modifié son testament en sa faveur. Le second s'était noyé dans sa piscine quelques mois après leur mariage, lui laissant tout. La police avait enquêté sur ses décès, mais sans preuves solides. Cette révélation changea tout pour Ejoma. Elle ne cherchait plus seulement une vengeance personnelle. Elle traquait une prédatrice qui tuerait encore si elle n'était pas arrêtée. La femme qui lui avait tressé les cheveux et appris à cuisiner était une tueuse en série calculatrice, utilisant le mariage comme une arme. Cette vérité poussa Ejoma à redoubler d'efforts. Elle contacta les familles des anciens maris d'Obiageli et partagea ses preuves. Ensemble, ils montèrent un dossier exposant non seulement le vol de l'héritage d'Adana, mais un schéma de meurtre s'étendant sur plus de 20 ans. À l'aube de sa 15e année d'exil, Ejoma était prête. Elle avait bâti une entreprise prospère, accumulé des preuves accablantes et tissé un réseau d'alliés. Mais elle avait aussi trouvé quelque chose d'inattendu, la paix dans sa nouvelle vie. La fille gâtée qui était tombée du pont avait laissé place à une femme forte, sage et déterminée. Pourtant, la justice l'appelait toujours. Par un jeudi matin pluvieux, 20 ans après sa chute d'un pont, Ejoma entre dans les bureaux de l'entreprise d'Obiageli. Avec une mallette contenant des preuves, elle reste calme face à l'attente imposée. Elle montre une photo d'elle et son père, choquant Obiageli, qui la croyait morte. Ejoma révèle des preuves de fraude, d'escroqueries à l'assurance et de meurtres, y compris ceux d'autres maris. Obiageli tente de nier et propose de l'argent, mais Ejoma annonce l'arrivée imminente de la police avec des mandats pour fraude, évasion fiscale et meurtre. Alors que les sirènes retentissent, Obiageli reproche à Ejoma d'avoir gâché sa vie pour la vengeance. Ejoma réplique mais elle a trouvé un sens à sa vie en survivant et en aidant des autres victimes. Le bruit des bottes de la police approche et la porte du bureau s'ouvre lentement.